téléspectateurs de Tandem TV, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur notre beau plateau de Petit deviendra grand. Alors une rentrée qui s'annonce évidemment dans la bonne humeur. Alors c'est donc l'heure de la rentrée des classes, mais pour en parler, c'est notre sujet du jour, et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés mon amie Laurie Gozlan. Salut Laurie. Salut Isa, je suis hyper contente de te retrouver après ces vacances. J'espère que tu t'es bien reposée. Ouais, moi très bien, et toi? Ouais. Tu m'as manqué, hein, Laurie. Bah écoute, toi aussi. Du coup, ça m'a donné l'occasion de réfléchir au sujet de la rentrée. La rentrée, c'est toujours un moment qui est rempli d'excitation, oui, mais aussi d'angoisse, tout simplement, dû au fait qu'il y a des changements qui s'annoncent, dû au fait également qu'on redoute souvent la séparation avec nos enfants. On n'aime pas trop sortir de notre zone de confort, on aime encore moins que nos enfants sortent de leur zone de confort. Donc du coup, pour cette première émission de cette nouvelle année, je te propose qu'on fasse l'émission en deux parties. La première partie, on va traiter de comment préparer nos enfants à cette rentrée, comment gérer la rentrée, et puis ensuite, je vous donnerai des tuyaux qui seront valables pour toute l'année. Et en deuxième partie de l'émission, on parlera de la pression que l'on met souvent sur nos enfants pour les résultats scolaires, pour leurs performances. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On évoquera aussi d'ailleurs les activités extrascolaires. Et voilà. C'est tout un programme, on a bien fait de venir. Alors écoute Laurie, moi je te propose de lancer tout de suite la première partie de cette émission. Comment s'adapter sereinement à la rentrée? C'est tout de suite. Alors Laurie, voilà, juste pour une petite précision quand même, on va bien sûr parler du jour J, de la rentrée évidemment, mais on ne va pas parler que de ça, on va parler aussi des semaines qui vont suivre cette rentrée, voire même des mois. Exactement, d'ailleurs si vous tombez sur cette émission et que le jour de la rentrée est passé, ne zappez pas parce qu'il y aura vraiment tout un tas de conseils déjà qui pourront vous servir pour l'année prochaine, mais aussi tout un tas de conseils pour le courant de l'année et toute l'année en fait, et même les premières semaines, et enfin voilà. Là, tu vas nous donner tout au long de cette émission des astuces qui seront valables toute l'année, Laurie. Alors, on a ma première question là qui me vient, que j'ai envie de te poser évidemment, qui va concerner évidemment la période de cette rentrée. Est-ce que, d'après toi, Laurie, est-ce qu'il faut préparer les enfants à la rentrée des classes? Est-ce qu'il faut vraiment leur en parler bien avant ou non, ne pas les embêter avec ça, les laisser passer leurs vacances tranquillement? Et sinon, s'il faut les préparer, comment on le fait, Laurie? Alors moi, je pense vraiment qu'il faut les préparer psychologiquement. Comme je disais tout à l'heure, une sortie de zone de confort, un changement, c'est jamais hyper agréable. Ça crée un stress qui est certes un stress positif, parce que c'est bien, mais toujours est-il que c'est un stress, et que finalement, plus on va préparer nos enfants, et plus on va faire diminuer ce niveau de stress. En fait, pour faire diminuer le niveau de stress, il faut juste qu'ils s'attendent à ce qui va se passer. Il faut juste qu'ils comprennent ce qui va se passer le plus en détail possible. Alors, mais justement, dis-nous comment concrètement on le prépare l'enfant? Comment, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on prépare cet enfant à l'entrée? Alors, je vais vous donner 3 astuces bien concrètes, 3 conseils bien concrets. Le premier conseil que je peux donner et qui, selon moi, est le plus important et d'ailleurs qui est une règle absolue, selon moi, en éducation, c'est la joie et l'enthousiasme. Alors, en fait, il va falloir transmettre à notre enfant de la joie et de l'enthousiasme autour de cette rentrée. Peu importe quels sont nos véritables ressentis, il faut vraiment transmettre de l'enthousiasme. Alors, comment on va faire? C'est par petites touches comme ça, tout au long de l'été, dire à notre enfant: «Oh là là, mais c'est extraordinaire, tu te rends compte en quelle classe tu vas passer et les copains que tu auras et la professeure que tu auras ou les professeurs et toutes ces matières que tu vas apprendre, toutes ces nouvelles connaissances» et voilà, enfin, voilà, vraiment essayer de transmettre quelque chose comme ça de positif. Finalement, plus on va lui transmettre du positif, plus il sera contaminé par ce positif et finalement, il appréhendra les choses, donc avec beaucoup plus de positivité. C'est ça, en fait, toi, tu nous dis en gros, c'est ça, être enthousiaste et créatif. Exactement. Et en fait, à côté de ça, on peut également se préparer concrètement. Donc, toujours en étant enthousiaste, hein. Donc, on va dire à notre enfant: aujourd'hui, on va se faire une journée kiff, toi et moi, on va aller acheter ensemble toutes les fournitures scolaires dont tu as besoin. Quand on est là-bas, on n'est pas obligé de se cantonner à la liste qui a été donnée par l'école. Si votre enfant il veut choisir un taille-crayon en plus et un truc Robocop ou je ne sais quoi qui lui plaît, faut le laisser faire. Il faut que ce soit
assez fluide. Évidemment, il faut acheter les choses de la liste, mais voilà, il faut quand même que ce soit assez fluide et que, voilà, en fait, en se rendant compte qu'il a toutes ses affaires et qu'il est prêt, finalement, ça va aussi le préparer psychologiquement et puis ça va lui donner cet entrain à vouloir y aller. Et troisième petit conseil, c'est de développer au maximum l'indépendance de nos enfants. Alors je sais, vous allez me dire, quel rapport? En fait, pendant tout l'été, si on peut développer au maximum leur indépendance, et là je parle surtout pour les petits en fait, et ben finalement ils vont arriver à l'école beaucoup plus sûrs d'eux, parce que qui dit développer son indépendance dit gagner en confiance en soi, qui dit faire les choses seul dit je sais que je suis capable de faire des choses seul. Donc un enfant qui a l'habitude de faire des choses seul à la maison sera un enfant qui en fait s'en sortira beaucoup mieux le jour de l'école, il ne sera pas perdu en fait. Alors il y a des outils concrets pour ça. Il y a notamment des routines, on peut les fabriquer soi-même. On peut en trouver plein sur Internet. Il y en a même qui sont imprimables gratuitement. Et moi, j'en ai fait une donc, qui est disponible sur mon site, qui est très abordable. Il y a les routines du jour, bonjour, et les routines du soir, bonsoir. C'est tout personnalisé avec la photo de l'enfant. Il y a la possibilité de choisir son humeur du jour, donc bonne humeur, mauvaise humeur. Donc c'est l'occasion également pour engendrer une discussion avec notre enfant si jamais il est de mauvaise humeur. Là, les jours de la semaine, alors même pour ceux qui savent pas lire, c'est pas grave parce que sur chaque jour de la semaine, il y a une couleur différente et à force de voir le mot écrit, ils vont finir par retenir. Et puis, il y a des images. Alors là, en fait, parmi 40 petits stickers comme ça, on va pouvoir choisir et donc on va choisir en fonction des habitudes de notre enfant. Donc par exemple, moi, j'ai mis pour mon enfant, je me réveille, je fais mes besoins, je me lave les mains, je bois, je mange, j'écoute de la musique, je me brosse les dents. Voilà, c'est toute sa routine qu'il doit faire le matin avant d'aller à l'école. Ça le rassure et en plus, j'ai pas besoin de lui répéter 500 000 fois de le faire. Il sait ce qu'il doit faire. Et une fois qu'il a fait, il déplace sa photo. Donc il se réveille, ensuite il a fait ses besoins, il se lave les mains, etc., etc. Et on a la même chose donc pour le soir. Je range mes affaires, je joue, je prends mon bain, je mets mon pyjama, etc. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a même des petits stickers comme ça qui sont blancs. Comme ça, vous pouvez dessiner. Je sais qu'il y a une maman notamment qui a dessiné la ventoline de son fils parce que voilà. Moi, j'ai pas mis la télé, mais il y en a qui ont rajouté les moments télé. Enfin voilà. Donc ça, c'est un élément qui peut aider beaucoup les enfants à gagner en indépendance. Au-delà de ça, on peut faire, comme j'en avais déjà parlé dans plusieurs émissions ici, on peut leur acheter les petits couteaux qui coupent les aliments et pas les doigts. Vraiment les pousser, quoi. Voilà, Fais ton lit, fais ça, même si c'est pas parfait. Et ça aide à ce qu'ils se sentent grands, en fait. Plus grand pour l'école. Ouais. Donc, ok, donc on a compris, donc on l'a préparé pour le jour de la rentrée, et donc on arrive le jour J. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que je pense que voilà, c'est très dur pour les parents, les pleurs des enfants. Bon, on a tous connu ça, cette séparation très difficile ce jour-là. Est-ce que tu penses, toi, que les pleurs sont inévitables? Est-ce que ça veut dire que l'enfant n'est pas prêt pour l'école? Est-ce que c'est pas encore le moment pour lui? Enfin, alors, est-ce qu'il n'est pas prêt? Déjà, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que les pleurs, ils sont surtout insupportables pour les parents quand le parent n'a pas en tête qu'il fait quelque chose de bon pour son enfant, que là où il le met, c'est forcément positif pour lui. Donc en fait, je crois qu'il faut surtout se rappeler le jour de la rentrée, c'est hyper important, que l'école, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse apporter à notre enfant. C'est pas une punition. On n'est pas en train de le punir quand on l'envoie à l'école. Au contraire, on lui donne une opportunité. On lui offre la possibilité de gagner en indépendance, de gagner en confiance en lui, évidemment, de se développer intellectuellement, de se développer socialement. Enfin, c'est extrêmement riche, l'école. Et évidemment, c'est le lieu où on apprend à lire, à écrire, à compter. Mais c'est aussi et surtout, en fait, le lieu où on apprend à vivre et à vivre en société. Donc, c'est un cadeau qu'on fait à notre enfant. Et je pense que si on voit notre enfant pleurer le jour de la rentrée, mais qu'on est persuadé qu'on fait quelque chose de bon pour lui, déjà, ce sera un peu plus facile pour nous. Donc, c'est vraiment bien garder ça en tête. Et pour répondre à ta question, donc, concrètement, les pleurs inévitables, non. Je pense qu'il y a des enfants qui sont plus à l'aise, en fait, avec la nouveauté. Il y en a qui sont peut-être un peu plus matures, ils arrivent à mieux gérer leurs émotions. Un enfant qui pleure, ça veut pas du tout dire qu'il n'est pas prêt, ça veut pas du tout dire qu'il va pleurer toute l'année. Pas du tout. Je pense qu'il faut pas y voir plus de signification que ça. Notre enfant, il pleure. Surtout, ne pas lui montrer que ça nous angoisse. Surtout ne pas pleurer devant lui.
Parce que là, ça voudrait dire qu'on lui dirait oui, tu as des raisons de pleurer. Ce serait ça le message. Donc si on doit pleurer, on se retient et on va pleurer dans sa voiture. Je sais que c'est dur. Tu as dit sur prendre conscience que l'école c'est important. C'est sûr qu'il faut souligner quand même que on pense que l'école c'est quelque chose d'acquis, mais finalement c'est un grand privilège de notre société moderne. Quoi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est ça, comme tu dis, il faut le garder en tête. Ouais, il faut bien le garder en tête. Et puis en plus, moi, je sais pas pourquoi ça me vient là. On peut, comme tu parles d'enthousiasme, de créativité, on peut chanter cette fameuse chanson sur le chemin de l'école qui a eu cette idée folle. Un jour d'inventer l'école. Et ça, c'est pas mal parce que. Ouais, pour que les enfants détestent Charlemagne. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où notre enfant pleure, tu as raison, c'est bien d'y mettre de l'enthousiasme, de lui chanter la chanson, peut-être, c'est hyper sympa. Et on lui fait un petit câlin. Et surtout, l'important, par pitié, ne restez pas trop longtemps. Si votre enfant pleure, en fait, il vaut mieux partir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant que votre enfant pleure, tant que votre enfant vous voit et que vous êtes là, son cerveau est uniquement focalisé sur la crainte de vous voir partir. Donc, il peut pas passer à autre chose. À partir du moment où vous partez, vous avez arrêté la souffrance. Si vous restez, finalement, vous faites durer la torture, j'ai envie de dire. Donc, en gros, il vaut mieux partir parce qu'au moment où vous allez partir, il va se mettre, entre guillemets, en mode survie. Et finalement, c'est là où il va commencer à appréhender son environnement, à essayer de voir ce qui se passe dans ce nouveau lieu. Et comme par magie, il va arrêter de pleurer, en fait. Il va survivre, en fait. Et c'est des mini-frustrations qui sont, je pense, nécessaires pour le développement de nos enfants. C'est pas qu'on veut leur infliger de la souffrance, c'est que finalement, on les prépare au monde. Un enfant qui n'a vécu aucune frustration quand il était petit, qu'on a tout le temps protégé, finalement, il va jamais s'en sortir adulte. Donc, voilà, faut voir ça comme des mini-frustrations nécessaires. Alors Laurie, c'est vrai, c'est dur pour les parents. On le sait, on le comprend, mais c'est vrai que l'enfant, quand il voit son parent inquiet, ça le met encore plus inquiet finalement. Si le stress se contamine, le calme aussi finalement, non? Exactement. Alors Laurie, toi, il me semble que tu as 4 conseils à nous apporter ce soir. Je crois que le premier, il a un rapport avec un petit cœur. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est 4 conseils pour appréhender l'école de façon un peu plus facile. Alors le petit cœur, c'est vraiment pour le jour de la rentrée, mais on peut le faire aussi pour les autres jours. En quoi ça consiste? On dessine un petit cœur sur sa propre main, on dessine un petit cœur sur la main de notre enfant et on explique que c'est un petit cœur qui fait des chatouillis. Comment? Si notre enfant a envie de nous voir, si on lui manque pendant qu'il est à l'école, il peut faire un petit bisou comme ça sur son cœur et nous, on recevra des chatouillis. Et on lui dit que nous aussi, dans la journée, on lui fera des petits bisous sur notre cœur et il recevra sur le sien des petits chatouilles. Alors tu me diras, est-ce que ça marche? Ouais. Oui, ça marche. Pourquoi? J'ai testé moi cette année là. Ça marche parce qu'en fait, psychologiquement, si je te dis que ta main, elle va te gratter, elle va te gratter. Et donc du coup, comme notre enfant, il va y penser au long de la journée, ça va forcément marcher. L'idée, c'est quoi? C'est juste de créer un lien affectif à travers quelque chose de concret, de tangible pour notre enfant. Donc voilà, une chose à laquelle se rattacher. Donc là, j'ai donné cet exemple du petit cœur, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi juste d'avoir les mêmes vêtements. Ça peut être un petit mot dans la trousse. Enfin voilà, que chacun y aille de sa petite créativité. Trop mignon, moi j'aime bien cette idée là. T'es très poétique, hein, Laurie. À chaque fois t'as tes petites histoires, moi qui me touchent, ces petits chatouillis sur le cœur, moi j'aime bien. Alors ton deuxième conseil concerne le chemin pour aller à l'école. Pour s'y rendre, toi tu dis, il vaut mieux prendre l'enfant par la main que le porter. Contre soi. Ça, c'est plus pour les enfants petits, parce que le truc du petit cœur, ça peut aller jusqu'à tard. D'accord. Le truc du chemin, c'est plus pour les enfants petits. Je pense effectivement qu'il vaut mieux leur tenir la main pour arriver à l'école et non pas les porter. Pourquoi? Simplement parce qu'on les met dans une posture de grand. Et que du coup, ce sera un peu moins difficile pour lui peut-être de se séparer. Voilà, c'est plus dans la continuité. Il lâche la main et puis il avance. Alors que s'il est vraiment lové dans vos bras confortablement, et voilà, c'est très agréable. Donc du coup, ce sera d'autant plus dur de se séparer. Ça ne veut pas dire quand même qu'il ne faut pas faire de câlins au moment de la séparation. Pas du tout. C'est très important que tu poses cette question. Évidemment qu'il faut faire des câlins et évidemment que plus on va remplir le réservoir. On peut avoir le sentiment que en le faisant, ce dernier câlin, encore. S'il ne le demande pas, faut pas aller le chercher. Oui, j'ai compris. Mais on peut lui dire, lui faire un coucou, on lui envoie un petit bisou. Si on a fait le cœur, un petit bisou sur le cœur. Et puis voilà.
Et si l'enfant en a besoin, on va évidemment pas Bien le sûr. rejeter. Bien sûr. Plus on va remplir son réservoir affectif, et plus notre enfant il volera de ses propres ailes le moment venu. Donc ça évidemment, mais par contre ne pas non plus trop s'attarder, comme je disais tout à l'heure. Voilà, on fait le câlin, on rassure notre enfant et on y va. En fait, il y a un moment pour tout. Je Ouais. pense qu'il y a un moment Ouais, pour ouais, leur ouais. dire t'es grand et je te fais confiance. Et donc, bah oui, en parlant de confiance, justement, hein, ton troisième conseil, c'est justement ne surtout pas mentir à l'enfant sur l'heure sur l'heure d'arrivée. Enfin, Bah, en fait, c'est vrai que ça peut être très tentant. Par exemple, j'imagine que vous êtes des millions à avoir déjà fait ça, moi aussi. bah ouais, Euh, j'avoue. le moment où on quitte notre enfant et où il part en crise de larmes, bah, c'est tentant pour arrêter la crise et pour pouvoir partir, parce que parfois on peut pas rester non plus parce qu'on a notre travail, etc. De lui dire, écoute, je vais chercher un truc dans la voiture, je reviens, je reviens. Et alors Laurie, là, je l'ai fait, Laurie. bah, je pense que moi aussi, en fait. J'ai pas vraiment souvenir, mais je pense que naturellement, je l'ai fait. Et en fait, je pense que c'est la pire des choses à faire. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que, oui, sur le coup, peut-être ça va le calmer tout de suite, mais il est pas bête. Il va bien voir que vous revenez pas, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, ça va étioler petit à petit la confiance qu'il a en vous. Et au final, le lendemain, bah, non Ouais. seulement on va pas éviter la crise immédiate, mais en plus, il va être en panique toute la journée que vous revenez pas. Enfin bref, Oui, oui. c'est pas du tout une solution pérenne, quoi, Ouais, clairement. complètement. Donc, quoi qu'il arrive, si par exemple, vous pouvez pas aller chercher votre enfant le soir, et à n'importe quel âge, même à 15 ans, si vous avez l'habitude d'aller le chercher, et que ce soir-là, c'est pas vous, bah, prévenez-le. Je pense qu'il vaut mieux prévenir. Personne n'aime les surprises Ouais, ouais. de ce genre. Parce que c'est vrai qu'on est, on cherche souvent à éviter le déplaisir sur le moment immédiat, mais au final, ouais, c'est vrai que c'est au détriment de construire quelque chose de stable Bien avec sûr. notre enfant. Et enfin, dernier conseil, tu dis qu'il faut montrer à notre enfant qu'on a confiance en son enseignant. Parce que c'est vrai que on peut parfois, ça peut arriver, qu'on n'a pas un feeling avec l'enseignant. Il y a quelque chose qui nous dérange, ça se passe pas très bien. Oui. Mais tu dis qu'il faut Effectivement, pas ça en peut arriver parler. qu'on n'ait pas le feeling. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir le feeling avec tout le monde. Mais il faut bien comprendre que si on déblatère à la maison, devant notre enfant, sur son enseignant, ou sur les copains d'école, ou sur l'école elle-même, ou sur la classe, ou quoi que ce soit qui est en rapport avec ça, et ben, finalement, ça va briser le lien de confiance que notre enfant essaye de créer 8 heures par jour. C'est quand même compliqué. Ouais. C'est pas forcément une bonne solution. Donc, je pense que s'il y a un problème, il vaut mieux épargner notre enfant et aller essayer de régler le problème en bonne intelligence avec les adultes concernés. Vraiment essayer de préserver l'enfant au maximum là-dessus, de ne pas trop lui dire forcément ce qu'on pense et ce qu'on ressent, et plutôt le guider vers une confiance, parce que finalement, son enseignante, c'est la personne qui va lui apprendre des choses. Ouais, bah oui. Donc, on n'a pas trop le choix. Après, évidemment, s'il faut changer de classe, s'il faut tout ça, Oui. si vraiment il y a quelque chose Oui, qui bien sûr. coince, ok. Mais voilà, dans l'absolu, il faut, je dirais, avancer main dans la main avec l'enseignant. Mais Laurie, merci pour ces conseils-là, ces 4 conseils qui sont vraiment pleins de bon sens et qui vont bien sûr, j'espère, aider les parents qui nous regardent. On va passer passer à la deuxième partie de cette émission. Se détacher. On va Se détacher des résultats. voilà, c'est ça, on va se détacher des résultats. Donc on arrive tout de suite pour la deuxième partie de cette émission. Alors, Laurie, vraiment, voilà, c'est vrai, dans quelle famille ne s'intéresse-t-on pas aux résultats scolaires? La course à la performance, aux résultats. C'est vrai que, même pour nous-mêmes, on est comme ça, donc, et forcément, on l'est avec nos enfants. On a souvent l'impression, en tant que parents, que si on n'est pas là à mettre la pression, à parler des notes, on se dit, notre enfant va se laisser aller, il va pas peut-être travailler, enfin, que va-t-il faire dans sa vie? Enfin, on a plein de ce genre de questions. Oui, c'est bourré de peur, tout ça. Mais voilà, c'est des peurs. Alors, on est là, alors mettre des pressions. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, alors franchement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'ai pas la prétention d'avoir la réponse, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que c'est une question qui m'intrigue. Ouais. Voilà, moi, mes enfants sont encore petits, donc il est temps, en fait. C'est maintenant que je dois me poser cette question-là. Ouais, c'est sûr. Et du coup, je pense que c'est un bon moment, le moment de la rentrée scolaire, pour nous tous, de se poser cette question, pour savoir comment est-ce qu'on va appréhender tout ça. Donc voilà, donc en fait, disons que la seule chose que j'observe en tant que parent, si on s'observe objectivement, et ben tous nos échanges avec nos enfants, la plupart de nos échanges, ce sont des échanges utilitaires.
Est-ce que tu as fait ton bain? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as appris ta leçon? Quelle note tu as ramené, etc. C'est des échanges utilitaires et en attente d'un résultat concret. Ouais, je pense qu'on est beaucoup de parents à se reconnaître dans ça. Hein. Moi, personnellement, oui. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu... C'est ça. Et donc, du coup, moi, je me suis vraiment juste posé la question. C'est un truc qui m'a tracassé tout l'été, pour tout te dire. Et du coup, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit, tiens, je vais mener ma petite enquête. Qu'est-ce qui rend les gens performants, en fait? Parce que c'est ça toute l'histoire. Oui. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un réussit et que quelqu'un ne réussit pas? Et donc, je me suis dit que j'allais choisir un petit panel de personnes qui avaient très bien réussi dans la vie, donc des personnalités. Donc, voilà, j'ai pris par exemple Michael Jordan, Johnny Hallyday, Céline Dion, mais aussi Simone Veil, voilà, des personnes de notre époque et d'avant. Des personnes vivantes, des personnes décédées, et j'ai essayé comme ça de regarder des interviews, de lire quelques biographies, voilà, et en fait, j'ai essayé de voir quel était le point commun entre tous, et est-ce que tout cela parlait de la pression qu'avaient mis leurs parents pour justifier de leur réussite. Est-ce que ça aurait été un facteur déclenchant ou non? Eh ben, figure-toi que non, il y en a aucun qui parle de ça. Donc c'est quand même intéressant à se dire, parce qu'on est quand même tous en recherche de performance pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et finalement, les personnes les plus performantes, il n'y en a pas une seule, en tout cas de... Mais alors, c'est quoi l'origine? Je dis pas une seule, parmi le petit, c'est pas une étude non plus faite sur des millions. Oui, bien sûr, mais tu as remarqué ça. En tout cas, j'ai remarqué qu'il n'y en a pas un seul qui dit « mes parents m'ont mis la pression et mes parents étaient très sur les notes et sur machin ». Alors, c'est quoi l'origine de leur réussite alors? Eh ben, donc du coup, je me suis posé cette question et j'ai l'impression que le point commun entre tous, c'est qu'ils ont une véritable force intérieure. Et si je devais diviser en fait cette force intérieure, en fait, ils ont une véritable confiance en eux, ça c'est clair, qu'ils n'ont pas toujours eu, mais qui a été forgée avec le temps. Et ça, je pense que ça vient beaucoup de l'éducation, moi aussi. Une véritable connaissance d'eux-mêmes. Donc, ils savent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce dont ils ont besoin, envie dans la vie et ce qu'ils voudraient à tout prix éviter. Ils ont une bonne connaissance d'eux-mêmes. Ils n'ont pas peur de l'échec. Donc, ça en fait des gens persévérants. C'est-à-dire qu'ils voient l'échec comme un tremplin vers la réussite. C'est pas du tout... voilà, la réussite, c'est pas forcément une fin en soi, c'est vraiment le chemin qui est... c'est ce qu'on apprend beaucoup, oui. Voilà, et ils sont d'ailleurs motivés et passionnés d'apprentissage, tous. Donc, que ce soit dans leur domaine précis. Par exemple, Michael Jordan racontait qu'à la base, il n'était pas du tout le meilleur basketteur, que quand il s'entraînait, c'était pas du tout le meilleur de son équipe. Et ce qui a fait la différence entre lui et les autres, c'est que lui était tellement passionné par simplement le fait de mettre le ballon dans le panier que, en fait, déjà, il y pensait tout le temps. Donc, il se visionnait constamment en train de mettre le ballon dans le panier. Et en plus, lui, en dehors des entraînements, il continuait de jouer, il s'entraînait tout le temps. En fait, il lâchait rien. Et même s'il mettait... alors, je sais pas si c'est vrai, mais il y a une légende qui dit que c'est celui qui a le plus grand record de paniers ratés. Après, c'est peut-être aussi celui qui a tenté le plus. Oui, mais... Donc, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose là-dessus, quoi. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'ils ont tous ces points communs-là. Et donc, je te pose la question. Ils n'ont pas vécu de pression. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait quand notre enfant ramène une mauvaise note naturellement? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de te dire, voilà, on les gronde. On les gronde. Alors, du coup, je me pose la question. Vraiment, encore une fois, je ne sais pas si j'ai la réponse bonne ou pas. Vraiment, je partage juste ma réflexion avec vous qui m'a tracassée tout l'été. Je pense que finalement, quand on gronde notre enfant parce qu'il a une mauvaise note, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer une peur de l'échec et une peur de décevoir. Donc, on n'est pas, en tout cas, ni dans la confiance en soi, ni dans la connaissance de soi, ni dans l'absence de peur de l'échec et donc, du coup, dans la persévérance. Parce que finalement, notre enfant, il va voir qu'il a échoué et puis il va être déçu de lui-même, de nous avoir déçus, et donc il va abandonner, bien souvent. Donc, finalement, est-ce que gronder, c'est vraiment la solution? Moi, je crois pas. Et donc, je peux proposer... Donc, on fait quoi concrètement? Est-ce qu'on pourrait tenter ce truc-là? D'ailleurs, voilà, s'il y a des gens qui ont envie d'essayer de tenter l'expérience, moi, je pense que je vais essayer de le faire cette année, franchement. Plutôt quand notre enfant nous ramène une mauvaise note, lui poser des questions, en fait. Lui dire vraiment, avec bienveillance, d'abord, comment tu te sens avec cette note? Ensuite, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Est-ce que ça te fait de la peine? Est-ce que tu as envie d'améliorer ça? Est-ce que tu te sens capable d'améliorer ça? Et donc, on va créer un échange qui est vraiment beaucoup plus constructif avec notre enfant et qui probablement va créer un lien entre nous et une confiance en lui
sur le long terme, c'est vrai que qui sera finalement beaucoup plus productive. c'est vrai que c'est intéressant de le savoir quand l'enfant tôt. Tout ça, tout ce que tu nous apportes là, tout ce que tu dis, c'est vrai que c'est intéressant de le comprendre. Et c'est vrai que c'est intéressant que les parents écoutent D'enfants bien jeunes, parce que c'est depuis petit. Parce que tu vois, moi aujourd'hui, j'ai l'impression, mon fils plus grand, si je lui dis enfin, si je ne l'ai pas habitué dès le départ à parler ses émotions et comprendre pourquoi il n'arrive pas, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il va dire bon, ma mère, elle est cool. Ouais, T'as compris? et que donc du coup, il va rien faire. Voilà, donc on est tiraillés comme ça. Mais c'est vrai que c'est bien. Mais je pense aussi qu'il y a autre chose, c'est que les adolescents, c'est pas forcément exactement la même chose. Ouais. Il faut savoir que les adolescents, ils sont pleins d'hormones, que ça les fatigue et que souvent, ils font pas exprès d'être comme ça. Mais effectivement, c'est insupportable. Mais je pense que c'est aussi une phase à laisser passer. Et je me dis que si ils sont dans un environnement où en fait on valorise la connaissance, on valorise le fait d'apprendre, et non pas le fait d'avoir des résultats, hein, vraiment, oui, juste le fait d'apprendre. Et qu'on lui dise sans arrêt c'est extraordinaire d'apprendre et c'est génial. Moi, il y a un truc que je fais chez moi devant mes enfants, c'est que je joue au piano et je me foire, je rate complet. Et je dis j'ai raté, j'en fais des tonnes hein, franchement. J'ai raté, c'est super, je vais pouvoir recommencer. Et je recommence et je recommence et je recommence. Donc ils apprennent par là que ils apprennent comme ça, voilà. Et du coup ils recommencent aussi. Et franchement mon fils a 6 ans, le plus grand, et je vois que ça marche sur lui parce que justement il y a 2 jours il a dit à sa maîtresse d'école une phrase en hébreu. C'est une phrase en hébreu à la base qui vient d'une chanson et en fait je lui avais appris cette phrase qui dit Après FCD manitzachon arbe yoter matok. Ça veut dire après les échecs, la réussite est encore plus sucrée. Et en fait il a répété ça à sa prof parce qu'il n'arrivait pas à faire quelque chose. Et donc du coup évidemment la prof a failli s'évanouir d'amour pour cet enfant. Évidemment, c'est trop mignon. Ouais, c'est trop mignon. Mais en tout cas, je pense que quand on est dans un environnement comme ça, où finalement tout ce qu'on valorise, c'est juste le fait d'apprendre, de recommencer, de tout ça, et non pas t'as raté, oh là 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 là. Bah, et donc au quotidien, est-ce qu'il y a des choses à faire pour favoriser justement ce lien et puis cette force intérieure? Bah, je dirais que plutôt que de s'intéresser, enfin, quand ils nous rapportent leurs résultats, bien comprendre que le résultat n'est pas une fin en soi. Une note, c'est quoi en fin de compte? Une note, c'est juste pour dire tiens, cette notion, elle est acquise ou pas. Mais en fait, on a toute l'année pour l'acquérir, cette notion. Donc juste, tiens, je me rends compte que dans cette dictée, tu as fait cette faute-là, cette faute-là, cette faute-là. Ok, c'est super, ça nous donne une chance. Vous voyez, vous parlez toujours de façon positive, ça nous donne une chance de retravailler ça. Viens, on va faire un petit jeu avec ces mots-là pour que tu les retiennes. Et hop, une fois que le truc est acquis, hop, on le coche, quoi. Ça y est, c'est bon. La note, elle est oubliée. En fait, la note, c'est juste un indicateur, quoi. C'est pas, t'as eu 7 sur 20, t'es nul. Bah non, t'es pas nul, juste, t'as pas appris le truc. Bien sûr. Et puis, il y en a qui ont besoin de plus longtemps, il y en a qui ont besoin de moins longtemps. Donc déjà, voir les choses comme ça et les leur transmettre, je dirais, comme ça. Et ensuite, beaucoup communiquer, je pense, s'intéresser vraiment à ce qu'ils sont, à ce qu'ils aiment faire, quels sont leurs centres d'intérêt. Vraiment essayer de leur apporter une vraie connaissance de soi en leur posant beaucoup de questions sur eux-mêmes. Parce qu'en fait, quand on a une bonne connaissance de soi, on va justement pouvoir être beaucoup plus performant parce qu'on saura vers quel chemin aller. Voilà. Et donc, Laurie, tu parlais aussi des activités extrascolaires. Alors, est-ce que pareil, il faut pousser son enfant en faire? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on n'est pas là aussi encore dans la quête vers cette performance où l'enfant, il faut qu'il réussisse dans une activité? Est-ce qu'il n'y a pas des parents parfois qui remplissent trop l'agenda des enfants? Il faut qu'ils touchent à tout. Est-ce que moi, je suis pas pour ou contre. Je suis contre à partir du moment où effectivement c'est trop une quête de performance. Je suis contre à partir du moment où on submerge l'enfant d'activités et où finalement il a plus de temps mort. C'est hyper important les temps morts. Je suis contre si c'est pour combler un manque chez le parent. Par exemple, il y a des parents qui auraient voulu eux-mêmes jouer au piano et hop, ils mettent leur enfant au piano alors que le petit n'a aucune envie d'en faire et aucune aptitude. Donc voilà, c'est juste l'envoyer tout droit vers un échec. Ça n'a pas de sens. Donc je pense qu'il faut être à l'écoute de l'enfant. S'il a envie de faire des choses, qu'il les fasse. Il y a aussi, il faut savoir prendre ses décisions. Un enfant timide, c'est bien qu'il fasse du théâtre. Et c'est bien de le pousser un peu. Donc je dis pas qu'il faut pas les pousser.
il faut les pousser quand Les à bon diriger, escient, peut-être. voilà, Ouais. ou diriger, voilà, c'est plutôt le bon mot. À bon escient toujours, sans trop exagérer. Par contre, effectivement, quand on a choisi une activité, on s'y tient toute l'année. On pourra changer d'activité l'année d'après Ouais, ouais. ou au prochain cycle. Enfin, je sais pas comment ça Donc, c'est marche. pour apprendre à Prochain l'enfant d'aller trimestre. au bout des choses. Voilà, on a choisi, tu as dit oui, tu y vas. Il n'y a pas de discussion quand on s'est engagé à quelque chose. Ça aussi, c'est important d'ailleurs pour la performance. Bien C'est sûr. important. Oui. Mais voilà, on peut tester plusieurs choses. Mais voilà, quand on s'est engagé, on va au bout. Voilà, il y a des activités scolaires que moi je trouve, des extrascolaires, pardon, que moi je trouve extraordinaires, qui développent la confiance en soi, qui permettent à l'enfant de dépenser de l'énergie. Les sports, je peux Bien que sûr. recommander les sports. Donc voilà, juste le faire en bonne intelligence. Oui, c'est ça, de ne pas non plus trop remplir l'enfant d'activités. Enfin, le laisser, comme tu disais, j'aime bien cette idée de laisser aussi un vide. Il faut qu'il Oui, le apprenne vide, aussi c'est à important. Voilà, c'est vrai. On a tous besoin de vide. Mais Laurie, moi, j'adore toujours tes conseils, tes astuces. J'espère, hein, en tout cas. C'était un bon retour. C'était un bon retour et puis ça aide les parents qui nous regardent souvent désemparés ce jour de la rentrée et puis les jours qui suivent. Parce que parfois, Laurie, le premier jour se passe bien. C'est les jours après, parfois, qui sont encore les plus durs. Donc, c'est ça. Vrai. Donc, moi, je sors toujours un peu plus éclairée. Moi, tu vois, je suis un peu de l'ancienne école. Mais finalement, j'applique tous tes conseils et puis je me sens un peu mieux. Ça se passe un peu mieux à la maison. Au moins, ça sert à quelqu'un. Non, mais ça sert à tout le monde. Donc, quant à nous, chers téléspectateurs, on se retrouve très vite pour d'autres sujets, une nouvelle émission. N'hésitez pas aussi à revisionner nos émissions sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Et puis, voilà, n'oubliez pas d'être enthousiaste et joyeux avec vos enfants, avec vos bouts de chou. Et puis, on se retrouve très vite. Merci de nous suivre. Bye bye. Bye bye. Salut Laurie. Salut Isa.